Bonjour Saverio, bonjour à tous. Je te Bonjour remercie. Anne-Catherine. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation d'interview autour de ton magnifique ouvrage Plus jamais harcelé, en finir avec la maltraitance entre adolescents que j'ai ici. Saverio, tu es docteur en psychologie, psychanalyste, tu es spécialisé dans les traumas et aussi dans la haute sensibilité. Tu as d'ailleurs fondé l'Observatoire de la sensibilité. Voilà, je te remercie vraiment d'avoir accepté de discuter de ce thème qui me touche profondément, puisque moi aussi je vais dans les écoles et je suis dans la prévention plutôt primaire, hein, globale, avec les émotions. Mais voilà, j'ai lu ton bouquin avec tellement de... J'ai été très touchée, très émue. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir proposer à ta communauté, à ma communauté et au monde entier qui est intéressé par le sujet. Et je pense que tout le monde a sans doute envie, en tout cas, d'en savoir plus. Et je te remercie déjà pour ce moment d'échange entre nous. Merci Anne-Catherine, merci à toi. Ce que j'avais envie, moi, pour commencer, c'est de lire, d'ailleurs, c'est dans son livre, hein, pour commencer, cette belle phrase des conventions internationales des droits de l'enfant qui dit: Tous les enfants du monde sont égaux et doivent être protégés contre la violence, la maltraitance et la discrimination. Et ce qui m'a vraiment marqué en premier dans ton livre, c'est que, et on en parle souvent entre nous, hein, c'est que ben, on a le droit de dire non, on a le droit de dire stop, et que non, ce n'est pas à banaliser la violence, qu'elle soit physique ou verbale ou très insidieuse parfois. Donc, je voudrais un petit peu avoir justement ton avis et ton constat et les pistes que tu proposes dans ton livre par rapport à ça, ne pas banaliser, en tout cas quand il y a des problèmes comme ça de violence dans l'école ou autour de l'école. Oui, déjà cette convention des droits de l'enfant, elle est très importante, ce qui montre que depuis des années, on a euh, les repères nécessaires pour bien éduquer les enfants, que ce soit à la maison, en famille, dans les écoles et ailleurs. C'est important de se rappeler que la difficulté, elle est pratique. Les idées, les repères, les connaissances, on les a et maintenant on les a depuis un certain temps. On sait ce qui est bon pour les enfants, on sait ce qui est bon pour leur croissance, pour qu'ils deviennent des préadolescents et des adolescents épanouis, équilibrés, respectueux. Donc c'est plus nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on fait encore pas assez, qu'est-ce qu'on ne fait pas, et sans se juger, parce que c'est pas ça la question, c'est dans une progression, qu'est-ce que moi en tant qu'adulte ou en tant que parent, ou en tant qu'éducateur, ou en tant que même thérapeute, ou chacune et chacun de nous, adultes dans nos emplois, dans nos métiers, qu'est-ce que nous faisons encore trop peu, qu'est-ce que nous ne faisons pas encore, pour que ces connaissances sur l'éducation des enfants, la croissance de leur cerveau et de leur corps et de leur être puisse se passer au mieux. Alors tu soulèves une des questions fondamentales qui est à l'origine de ces violences entre enfants et entre adolescents, ces problèmes de harcèlement, c'est le consentement. Mm. C'est-à-dire que heureusement que les femmes féministes en parlent concernant leur sexualité, donc la sexualité en général de tout le monde, quel que soit l'âge, les plus jeunes ou les plus âgés, les hommes ou les femmes, peu importe, c'est d'accepter que l'autre peut dire non et de respecter le non de l'autre chaque fois qu'il y a un refus ou un non. Mais ça va bien au-delà de la sexualité, c'est-à-dire que si on revient aux enfants et aux adolescents, si un enfant dit non, je ne veux pas manger de tel aliment parce que ce jour-là, il ne le sent pas ou parce que ça ne lui plaît pas ou parce qu'il sait ou il sent qu'il le digère mal ou qu'elle le digère mal, nous devons accepter ce non. Ça commence comme ça. Nous devons accepter qu'un enfant n'ait pas envie de faire la bise à un adulte. Il lui dit bonjour de loin. Pour un enfant, parfois, les odeurs de l'adulte, la barbe d'un monsieur, le gros ventre, ou je ne sais pas, une personne qui a une grosse voix, ben non, ils n'ont pas envie, ou quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, tout simplement, ils n'ont pas envie de faire la bise. Ou alors un grand-parent, ou un oncle, une tante, un cousin, une cousine qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps.
Et ça, ce consentement-là, on doit aussi le respecter dès la toute petite enfance pour que les enfants sentent qu'ils sont respectés dans leur oui et dans leur non, et qu'ils vont pouvoir eux aussi, par imitation, parce que jusqu'à 12, 13, 14 ans, on le sait maintenant avec des études sur le cerveau, jusqu'à 12, 13, 14 ans, les enfants vont être dans l'imitation, avec très peu de possibilités de faire appel à leur cortex rationnel pour Mhm. se dire il faut que je sois gentil avec, ou je vais dire bonjour parce que c'est parce que c'est la coutume. Donc ils font ce qu'on leur demande de faire et ils font comme nous faisons. Si on laisse les enfants dire non et qu'on respecte leur non, ils vont entre eux respecter leur propre consentement. Et ça, c'est important parce que dans les cours de récréation, quels que soient les âges et quel que soit le type d'établissement, il y a des jeux dangereux. Mhm. Et ces deux jeux dangereux, souvent, les garçons et les filles n'osent pas dire non. Parce qu'on va se moquer d'eux, parce qu'on va dire qu'ils ne sont pas courageux, etc., ou toutes sortes d'autres choses. Or là, le respect du consentement, il est fondamental. Si on parle, on y viendra tout à l'heure, de prévention concernant le harcèlement, ça commence par le fait de respecter le non. Non, je ne veux pas jouer à ce jeu-là. Eh bien, d'accord, tu ne joues pas à ce jeu-là, on y joue sans toi. Et ça n'empêche qu'on reviendra jouer avec toi à notre jeu après. Pareil pour les adolescents qui boivent ou qui touchent des drogues. Pourquoi serait-on obligé de boire pour faire partie du groupe? Pourquoi serait-on obligé de toucher à telle drogue pour faire partie du groupe? Si je dis non, c'est non. Et ça ne m'empêche pas de m'amuser avec les autres, même si j'ai pas touché à tel alcool ou à telle drogue. Donc le consentement, il est vraiment super important parce que c'est ça qui va permettre, si je peux dire non et que mon non est accepté, je vais pouvoir dire non aussi à la violence. Et ça rejoint la fin de ta question. Qu'est-ce qui fait que nous, adultes, nous en sommes arrivés à une forme de démission incompréhensible par rapport à la banalisation de la violence? Qu'est-ce qui fait que les séries télévisées ou sur les Internet sont des séries de plus en plus violentes, où on prend les sociopathes, les psychopathes et les pervers comme modèle d'un nouvel héroïsme. Il faut qu'ils soient trash, il faut qu'ils soient sanguinaires, il faut qu'ils soient cruels, il faut que ce soit des tortionnaires pour que ça intéresse le grand public. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette banalisation de la violence? Alors, non seulement les informations qui sont tout de même catastrophiques et anxiogènes depuis quelques années, et qui nous bourrent le cerveau tout de même avec des conceptions de la vie, de la relation et du monde qui ne sont pas favorables. Mais en plus, si les jeux vidéo, les séries, les films, les romans, tout tourne autour d'une très grande violence, eh bien oui, on banalise la violence. Et ce qui fait qu'après, les enfants et les adolescents qui n'ont pas encore cette capacité de recul, ils se disent, c'est ça la normalité. C'est ça être un adulte. C'est ça vivre aujourd'hui dans le monde actuel. Donc on doit s'adapter à ce monde et c'est la loi du plus fort qui prime. Oui, c'est touchant et ça me fait penser d'ailleurs le nom, hein, où je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais sur Facebook, il y a eu à un moment donné une maman qui disait, le médecin de famille a demandé à mon enfant s'il pouvait le toucher à un tel endroit. Et la maman qui disait, j'ai été étonnée parce que je n'ai pas l'habitude qu'un adulte demande à un enfant, est-ce que, en plus dans un contexte médical, demande à l'enfant, et c'est tellement important, enfin, je trouve aussi que c'est tellement important, ou même quand il y a des massages entre enfants, de demander et de faire demander aux enfants, est-ce que vous êtes OK d'être touchés ou pas, et d'accepter ce non. Donc, je te remercie pour cette vraiment précision très, très importante pour nos enfants. Et là, tu introduis aussi quelque chose de très important dans la culture contemporaine, c'est tout cet aspect médical intrusif. Combien j'ai eu de patientes et de patients de tous les âges, surtout dans les maladies au long cours, qui avaient besoin de raconter en séance la maltraitance médicale vécue soit dans le cabinet de leur médecin traitant, soit dans une clinique ou un hôpital ou un centre d'examen où le corps est considéré vraiment comme de la viande ou un robot, et on ne tient pas compte de la personne, si elle est prête ou pas, on ne prend pas les précautions nécessaires pour éviter des douleurs inutiles, ou simplement pour dire bonjour, sourire et aider la personne à se détendre, simplement ça. Dire bonjour, sourire, regarder la personne et lui demander est-ce que vous êtes prête, est-ce qu'on peut faire cet examen. Euh,
Donc je pense que nous, les adultes, nous sommes responsables de cette violence pandémique ou endémique, peut-être les deux, cette violence qui est là et qui fait que nos enfants et nos adolescents baignent dans une violence inouïe et pour certains et certaines d'entre eux, la répercutent tout Mhm. simplement. Oui, par mimétisme ou parce qu'on, comme tu le disais tout à l'heure, bah, ils le trouvent totalement normal en fait. Et donc on en arrive à des harcèlements qu'on ne remet plus en question quelque part. C'est assez incroyable dans le mauvais sens du terme du coup. Hmm. J'avais envie justement parce que c'est vrai que dans les cours de récré parfois il y a le mot harcelé est utilisé parfois fréquemment. Et donc, je voulais, en tout cas, prendre la définition que tu mettais en avant et que tu puisses après bah, te donner ton avis. C'est harceler, c'est déranger, ridiculiser, troubler, attaquer, exclure toujours la même personne de façon répétée et de différentes manières avec l'intention de lui nuire. Cette violence peut s'exprimer de manière physique, verbale, sociale ou numérique. Oui, ce qui est important là, c'est l'acharnement. Mhm. Les anglo-saxons parlent de harassment, et en fait, c'est un mot francophone, harassement, puisque à peu près la moitié des mots anglo-saxons ont une racine francophone. Euh, Ce harassement, cet acharnement qui fait qu'effectivement, c'est toujours la même personne à qui on va s'en prendre. C'est pas un conflit ponctuel entre deux personnes ou deux enfants, deux adolescents qui ne sont pas d'accord ou qui sont en train de jouer de façon un peu, avec un peu de vivacité et il y a une confrontation physique. Non, ça arrive dans les jeux et dans les interrelations de la vie quotidienne et ça n'est pas grave. C'est vraiment se moquer, déranger, pousser, bousculer, voler. Euh, Détruire, finir par vouloir détruire quelqu'un de façon systématique, et le plus souvent dans les intimidations et les brimades, c'est un petit groupe. C'est rarement, bon, ça peut arriver, une personne contre une autre personne, mais c'est surtout un petit groupe qui peut même entraîner un plus grand groupe avec lui, une classe entière ou une partie de la classe. C'est un groupe qui s'acharne sur une personne. Et ce qu'on remarque aussi, c'est parfois que ça tourne comme ça quand le harcèlement n'est pas encore installé, si je peux me permettre ce terme-là. C'est comme si ça tournait comme ça entre ce groupe et tu en parles vraiment de manière très claire dans le groupe. Et justement, dans le livre, justement, il y a une notion comme ça que j'avais pas encore pris conscience et tu m'as vraiment éclairé là-dessus, c'est la question de groupe et la question de meute. Vraiment de cette... Tu as utilisé le mot meute et je trouve que c'est tellement parlant. Est-ce que tu peux justement expliquer un petit peu plus ce fonctionnement de meute par rapport à ce phénomène d'harcèlement? En anglais, il y a trois termes pour parler de harcèlement. Donc, harassment, le harassement, bullying, qui est la tyrannie, la tyrannisation, et mobbing, qui vient de mob la meute. La meute serait vraiment ce groupe dont les pulsions sont aveugles, qui est sadique, féroce, et qui vraiment s'en prend de façon irrationnelle à quelqu'un. Et c'est pour ça que c'est important de bien voir que dans les phénomènes de harcèlement, quels qu'ils soient, même chez les adultes d'ailleurs, mais à plus forte raison chez les préadolescents et les adolescents, et ce côté de la meute où, comme malgré eux-mêmes, certains adolescents ou certains enfants vont être pris dans le mouvement du groupe et vont faire du mal à quelqu'un. Euh, Ce qui fait que souvent, on a voulu voir les harceleuses ou les harceleurs comme des personnalités perverses et les spécialistes disent, attention, oui, il y en a peut-être, et peut-être dans le lot des enfants, des adolescents qui sont déjà avec ce qu'on appelle des aménagements pervers, mais le plus souvent, ils sont pris dans cette logique de groupe, dans cette loyauté au groupe, dans le problème de la réputation, être bien vu dans le groupe pour être accepté, pour surtout ne pas être rejeté, parce que beaucoup d'entre eux et entre elles ont peur d'être la prochaine victime de harcèlement. Donc ils se disent, soit je m'active dans les violences, il y en a qui vraiment deviennent violenteurs pour ça, soit au moins je suis un témoin muet, complaisant, complice, parce que je veux surtout pas que ce soit moi qui sois harcelé la prochaine fois. Et ça crée des phénomènes de groupe très puissants chez les enfants, les adolescents.
Oui, avec aussi, dans ce que tu expliquais de la meute, de certaines personnes, on n'explique pas spécialement pourquoi, mais qui font peur à ce groupe et à cette meute. Et c'est comme ça, alors du coup, le groupe se sent en danger et donc préfère rejeter. Tu me dis si j'ai pas tout bien compris et je te demande vraiment de préciser après, hein. Voilà, de rejeter après la personne qui dérange, alors que ce n'est pas la faute de la personne, on est bien d'accord avec ça, hein. Mais ça, je trouvais ça, en tout cas, cette explication très systémique et hyper importante à comprendre, en tout cas, je trouve. Oui, oui, elle est très importante parce que la personne qui va être harcelée, fille ou garçon, c'est une personne différente. Et cette différence fait peur parce qu'elle remet en cause l'équilibre très précaire des groupes d'enfants ou d'adolescents. Et donc, ils vont rejeter cette différence, plus que cette personne au début, hein, ils vont rejeter cette différence qui vient réveiller leur peur, en fait. Et cette différence, ça peut être un enfant ou un adolescent plus gros ou plus grosse, qui a les cheveux roux, qui a des taches de rousseur, ou qui a une peau d'une couleur différente, ou qui a une orientation sexuelle réelle ou supposée, parce que quand on est enfant ou préadolescent, on n'en sait rien soi-même, enfin la plupart du temps, hein, ce sont des projections, un tel ou une telle est homosexuel. Ça peut être euh, une forme de beauté. Malheureusement, on s'est rendu compte, et notamment dans les suicides adolescents, que les enfants et les adolescents qui sont particulièrement beaux dans leur corps, ça peut être l'apparence, mais ça peut être aussi la façon d'habiter son corps, la grâce. Eh bien, ça aussi, ça semble mettre en péril l'équilibre du groupe, autant un handicap ou une difformité. Ça peut être une grande sensibilité, ça peut être un haut potentiel intellectuel et bien sûr des handicaps. Toute différence, quelle qu'elle soit, ou un accent parfois, d'une région à l'autre, euh, toute différence, ou une différence de religion, ou justement la non-pratique d'une religion, ou même une originalité, un enfant ou un adolescent qui a déjà une pensée un peu personnelle et qui donc va se marginaliser en prenant position par rapport à telle ou telle façon de faire parce que grâce à une bonne éducation de ses parents, il ou elle a cette capacité à penser de façon fine la réalité, eh bien, ça peut être le point de départ d'un harcèlement. Oui, parce que ça met la peur, comme tu dis, hein, la peur est là par rapport à cette cohésion de meute, de groupe qui est là. Il y a sans doute pas mal de parents qui vont écouter cette interview. Quels sont, même si c'est toujours complexe hein, de citer comme ça des comportements, mais quels sont en tout cas les comportements auxquels les parents et aussi les équipes pédagogiques évidemment hein, doivent, doivent, en tout cas peuvent être attentifs. Quels sont les signes comme ça d'une personne qui est harcelée régulièrement à l'école? La première chose importante, c'est un changement inexpliqué. Une fille ou un garçon, quel que soit son âge, donc enfant ou adolescent, une fille ou un garçon qui a bon appétit et qui perd son appétit, qui est pleine ou plein d'entrain et qui perd son entrain, qui aime aller en classe et qui n'aime plus aller en classe, qui a des bons résultats, qui n'a plus de bons résultats, qui d'habitude n'a pas de soucis pour dormir et qui finit par avoir des insomnies, un enfant ou un adolescent qui ne veut plus aller à l'école, au collège ou au lycée, ou qui a mal au ventre, mal à la tête répétitivement le matin avant de partir ou à la fin des vacances, qui se sent angoissé. Tous ces signes-là, faut surtout pas se dire, ah tiens, c'est une période de crise. Alors surtout entre 10, 11 ans, parce que maintenant les pubertés peuvent être plus précoces, et 15, 16, 15, 16 ans, ne pas dire c'est la crise d'adolescence. Parce que non, ce sont des signes réels de souffrance d'un des enfants ou des adolescents et qui montrent qu'il y a un problème relationnel euh, à l'école ou ou au collège ou au lycée. Donc ça, ce sont des signes très importants. Et alors, à ce moment-là, les parents peuvent poser des questions, mais pas des questions trop directes. Il vaut mieux demander comment ça se passe dans la cour, ou comment ça se passe à la cantine, si l'enfant va à la cantine, ou comment ça se passe euh, tes cours de sport, ou avec tes amis, tes camarades. C'est-à-dire poser des questions indirectes pour que petit à petit, l'enfant réussisse à dire, bah non, ça va pas trop bien. Et par pudeur et par honte, l'enfant ou l'adolescent harcelé ne va pas dire d'emblée, sauf il y a des enfants ou des adolescents qui vont très rapidement dire enfin, on me fait mal, ou il y a des gens qui sont méchants avec moi, etc. Mais ça va plutôt être dans une forme de, l'enfant ou l'adolescent va diminuer
va minimiser ce qui lui arrive. Oh non, ça va pas très bien, ils sont pas très sympas avec moi, je me sens pas très à l'aise. Et petit à petit, en posant des questions, et pas forcément le même jour. Bon, si la discussion peut se développer le même jour, très bien, mais sinon, c'est dans les jours qui suivent, on repose des questions. Et petit à petit, l'enfant ou l'adolescent va pouvoir dire qu'il y a un problème. Et si vraiment l'enfant ou l'adolescent n'arrive pas à parler parce qu'il y en a qui sont dans une forme de mutisme par rapport à ces souffrances-là, c'est de bien dire à son enfant, quel que soit son âge, je suis là pour toi. Je peux vraiment t'écouter. Tu peux me raconter tout ce que tu vis au lycée, au collège ou à l'école, tout ce qui est difficile. Et quoi qu'il arrive, je vais essayer de te comprendre, je vais tout faire pour te comprendre. Et je te demanderai ton avis et je respecterai ton avis pour que, si c'est nécessaire, on aille voir quelqu'un à l'école ou au collège. Je ne le ferai pas sans demander ton avis. Et ça va rassurer l'enfant. Mais oui, justement, tu te soulèves alors, du coup, dans cette explication-là, les émotions de la personne qui subit ces violences, entre la honte, la culpabilité et la peur qui est là, et même avant, parfois, ou tout mélangé, hein, parce que dans la vie, c'est toujours plus complexe, tout est mélangé, euh, mais de minimiser aussi au départ, de la part de la personne qui se fait harceler. Est-ce que tu sais un petit peu, aussi Oui, expliquer ça? c'est un processus lent et assez pernicieux parce que quand les intimidations commencent, le jeune, que ce soit un enfant ou un adolescent, garçon ou fille, le jeune va être surpris. Tiens, on se moque de moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui va pas, est-ce que je suis mal habillé, est-ce que je suis mal coiffé? On peut se poser toutes sortes de questions. Qu'est-ce que j'ai qui va pas? Et avec cet espoir tout à fait humain que ça va passer. On va me laisser tranquille. Donc je laisse couler et ils vont s'en prendre à quelqu'un d'autre ou ils vont s'amuser d'une façon différente et ils vont me laisser tranquille. Mais non, quand le harcèlement se met en place, non, ils ne laissent pas tranquille. Et les moqueries vont s'intensifier. Puis après, il va y avoir les bousculades, les coups, et les mauvais coups, des choses pas sympathiques qui sont faites en classe ou en dehors de la classe. Et là, euh, l'enfant ou l'adolescent va craindre d'être anormal. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je suis pas comme les autres? Et donc la honte va commencer à s'installer par rapport à ces moqueries et des surnoms qui sont donnés ou des choses comme ça, ou des vidéos qui commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Et cette honte, elle provoque un problème, c'est que ça désarme. Mhm. Quand je suis dans l'émotion de la honte, je ne suis pas dans l'énergie du combat, dans l'énergie de pouvoir me défendre pour dire stop, ça suffit, laissez-moi tranquille, qu'est-ce qui vous arrive? Ça va pas la tête, qu'est-ce que vous dites? C'est n'importe quoi, je veux bien qu'on s'amuse, mais là, vous C'est dépassez les trop. bornes. C'est-à-dire toutes sortes de choses de bon sens qu'on pourrait dire ou qu'on peut apprendre à dire avec ses parents à la maison, puis les dire après à l'école ou au collège. On n'y arrive pas parce qu'on est pris par cette honte qui s'installe en nous. Et après, il y a une forme de sidération, c'est-à-dire que la violence, elle va monter, même si elle monte de façon insidieuse, elle augmente. Et face à cette violence, il y a une forme de découragement, d'incompréhension face à l'absurdité de ce qui se passe et de désespoir. Et ces jeunes-là, ils sont immobilisés par leur peur aussi d'être violentés. Et quand on est dans ce stade d'immobilisation, c'est le système nerveux autonome, donc inconscient, qui prend le relais et qui nous protège par l'immobilisation, enfin qui croit nous protéger par l'immobilisation. Et là, on ne sait même plus comment faire pour se protéger et même pour en parler. Ce qui fait que cette dégringolade, cette perte progressive des moyens fait que les jeunes harcelés arrivent de moins en moins à se défendre ou à tirer la sonnette d'alarme en disant au secours, aidez-moi. Mhm. Oui. Ça, c'est vrai que ça explique, comme tu dis, hein, ce qui se passe là, vraiment, ça explique comment ça se fait que certains enfants ne le disent pas dès que ça se produit, parce que il y a des violences qui sont là, et puis il y a un moment donné, ouf, ça se déclenche en harcèlement, et puis bon, on l'apprend parfois assez tard, quand les choses sont déjà très, très fort installées. Tu expliques hein,
dans le livre que, et je l'ai constaté aussi évidemment, que les leçons de morale, les sanctions envers l'intimidateur ou les témoins ne semblent pas fonctionner. Tu vas être plus précis quand je dis ça évidemment, mais et que donc il y a d'autres moyens, mais en tout cas, cette méthode-là de sanctionner ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que de nouveaux parents, mais aussi en tant qu'équipe enseignante quand on constate ou quand il y a même un enfant qui vient nous dire qu'il vit vraiment des violences. Alors, ce qui est étonnant, mais tous les experts du harcèlement le disent, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, euh, quand des adultes de l'encadrement de l'établissement scolaire euh, font la morale ou punissent les jeunes qui sont violents, ça ne marche pas, ça ne fait que renforcer les violences, même si elles deviennent plus sournoises. Elles sont moins visibles, justement pour pas se faire punir ou pas se faire, pour qu'il n'y ait pas de remontrance. Elles deviennent plus sournoises ou elles sont déviées, c'est-à-dire que ça, on va demander à un copain ou une copine de le faire. Mm. Mais ça continue et souvent ça continue de façon plus grave. Ou alors sur les réseaux sociaux, où là, avec les pseudonymes, on peut vraiment plus Ouais. savoir qui dit quoi. Et c'est tellement plus facile, effectivement, de passer par les réseaux sociaux quand on n'y arrive pas dans l'établissement scolaire. Donc, devant ce constat d'échec, on est bien obligé de se dire, bon, puisque les sanctions et les leçons de morale ne fonctionnent pas, c'est important de trouver autre chose. Mais ce qui va expliquer ça aussi, c'est que au collège, c'est un âge clé de rébellion. Alors, je sais qu'en Belgique et en France, les âges sont pas tout à fait les mêmes, donc plutôt que les noms des classes, je vais dire plutôt les âges, mais disons qu'à partir de 12 13 ans, le préadolescent ou la préadolescente, il va chercher à provoquer l'autorité, montrer qu'il est capable ou qu'elle est capable de désobéir, parce que ça fait partie d'un processus de croissance où je suis à la conquête de mon autonomie. Sauf que dans la véritable adolescence, à partir de 15, 16, 17 ans, ça se fait de façon plus intelligente. C'est-à-dire on va critiquer l'autorité, mais dans une espèce de confrontation, de conflit, où on va tenir bon dans les arguments, par exemple, avec un prof, un parent. On a d'autres idées, qu'elles soient politiques, sociales, culturelles, etc., ou d'autres envies de vivre, et on tient bon mais dans un dialogue, dans une discussion. En revanche, chez les préadolescents, c'est plus de la provocation parce qu'ils ne sont pas encore capables d'avoir ce niveau de discussion, de tenir bon dans une argumentation, puis ils savent peut-être pas trop qui ils sont encore et ce qu'ils veulent défendre comme idée. Et donc, ça va vraiment être dans des passages à l'acte. Ce qui fait que c'est plus particulièrement au collège que ça sert à rien de leur faire la morale et de les sanctionner. Donc, ce qui va être important, c'est en prévention très 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 en amont, de développer euh, la capacité des enfants à l'école primaire, enfin, pour les plus petits, à sentir ce que c'est que l'empathie. Mhm. C'est pas intellectuellement savoir que l'empathie existe, et on nous dit, parce que là encore ce serait de la morale, mais sentir ce que c'est quand je suis touché par ce que me raconte une copine ou un copain, ou même quelqu'un qui n'est pas très proche de moi. Et c'est pour ça que dans les pays scandinaves, il y a des cours d'empathie où une fois par semaine, en petits groupes, il ne faut pas que ce soit des grands groupes, sinon ça ne marche pas, en petits groupes, on invite les enfants à raconter une situation vécue, heureuse ou pas, et des enfants, garçon ou fille, va raconter cette histoire, et après on va demander aux autres, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant que votre camarade racontait son histoire? Ah, moi, j'ai été très touché quand elle a parlé de son anniversaire, parce qu'il y avait les ballons, parce qu'il y avait les copains, les copines. J'ai senti sa joie, ça m'a fait chaud au cœur. Enfin voilà, on exprime ce que ça fait en nous d'écouter, de recevoir, de sentir en soi les émotions de l'autre. Et pareil pour des émotions plus difficiles, éprouvantes, ou des souffrances, ou des situations désagréables où là, on peut dire, ah oui, j'étais très triste d'entendre que son petit chat est mort et que elle l'a a enterré avec ses parents et qu'elle a beaucoup pleuré. Ça m'a donné envie de la prendre dans mes bras. Est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Et c'est donc pendant 5 années, les 5 années de l'école primaire, où les enfants vont, sans qu'on les force jamais, Mhm. c'est-à-dire qu'on favorise le développement de leur empathie, vont petit à petit comprendre, sentir que c'est possible d'être en résonance avec l'autre. Si on ne prend pas le temps
C'est Céline Alvarez qui disait l'éducation, c'est une question de temps. Du temps passé avec les enfants. Du temps de vraie présence passée avec les enfants. Si on ne prend pas le temps pendant plusieurs années de faire vivre aux enfants des situations simples d'empathie, de proximité avec d'autres enfants qui connaissent bien, c'est pas quand ils auront 12, 13, 14 ans et qu'ils seront en plein âge pulsionnel de déferlement de violence ou d'autre chose, que en leur disant sois empathique, ça va pas marcher. On a vraiment besoin de faire les choses en amont. Mais c'est, ce que tu dis là, c'est vraiment le côté aussi d'espoir, je trouve, et c'est possible en fait que ça change et c'est possible que ça bouge et c'est possible, bah, comme dit, d'en finir avec cette maltraitance. Euh, et c'est vrai que même amener le débat, tu parles de ça aussi, amener le débat sur des sujets, ben même sur le sujet du consentement, chez des tout petits, Oui, sur le sujet de l'intimité aussi, oui, qu'est-ce que l'intimité, qu'est-ce que mon corps, enfin, tu en parles beaucoup, hein, d'amener les débats, d'écouter les enfants, d'échanger entre eux pour qu'ils s'ouvrent au mieux vivre ensemble aussi, hein. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte, ça c'est dans le livre que tu m'as prêté sur l'entraide, un très beau livre, il y a des études qui montrent que les préadolescents de 11-12 ans ne sont pas capables, leur cerveau, le développement de leurs compétences sociales, bon, il y a toujours des exceptions favorables, hein, des enfants qui sont un peu plus mûrs et un peu plus évolués avant, mais généralement, jusqu'à 10, 11, 12 ans, les préadolescents ne sont pas capables d'entraide entre eux. Alors, pas en famille, si c'est une famille d'entraide, si c'est une famille dans laquelle il y a de la convivialité, de la solidarité, de l'écoute, de l'empathie, de la bienveillance, bien sûr que l'enfant va déjà savoir faire. Mais sinon, dans les groupes en dehors de la famille, ils sont plutôt, je vais défendre mes camarades, je dis même pas mes amis, je vais défendre mes camarades du groupe. Ça, ils le font et ils le font même très violemment. Et c'est aussi ça qui explique la violence des harcèlements au collège. En revanche, la capacité d'être dans l'entraide, la solidarité, ça va naître plutôt vers 14-15 ans. Ce qui fait qu'au lycée, on va voir des groupes, alors parfois à la fin du collège, mais en tout cas à partir d'un certain âge, on va voir des groupes d'adolescents qui vivent des choses vraiment de l'ordre de la convivialité, de l'entraide et de la solidarité. Du coup, j'ai oublié ta question. Moi, je pense qu'on avait fait le tour. C'était vraiment par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, il y a plein d'autres choses quand Ah oui, voilà, c'est ça, sur la préventivement. C'est prévention. aussi donc la prévention et puis après aussi, ben tiens, quand si un enfant nous dit, ben voilà, je subis des harcèlements, de la violence et de la maltraitance à l'école, qu'est-ce que en tant que parent on peut faire sans Oui. rentrer dans la moralisation et dans Oui. voilà c'était Alors, aussi oui oui pardon. j'avais oublié la question de la prévention parce que c'est important. Donc, justement, du fait que les préadolescents n'ont pas encore cette capacité cérébrale à être naturellement, spontanément dans l'entraide, c'est aussi par les débats en classe que des prises de conscience vont avoir lieu. Et on s'est rendu compte que c'est pas la prévention qui parle directement de harcèlement et de suicide qui va être la plus efficace parce que soit c'est trop fort et on occulte, Mhm. soit on se sent traumatisé parce qu'on a été très empathique ou très touché par cette histoire et on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver si moi je suis harcelé ou si une de mes amies ou un de mes amis est harcelé ou un frère ou une sœur est harcelé. Donc après, ça fait naître des peurs. Non, le mieux, c'est d'être justement sur des petits films ou des documentaires et après des débats concernant le respect de l'autre, le consentement, le désaccord, comment exprimer mon désaccord, comment négocier quelque chose. Je veux ça, toi non. Euh, Est-ce que si on a envie de travailler ensemble et qu'on n'a pas la même méthode de travail, comment on fait pour négocier une façon de travailler ensemble? Et notamment sur le consentement, parce que si dans les collèges et les lycées, plusieurs enfants et adolescents peuvent entendre, ben moi, j'ai pas envie de boire de l'alcool quand je vais à une fête. Et pourtant, j'ai envie d'aller faire la fête avec mes amis et j'ai envie de m'amuser avec eux. Et je sais que je peux m'amuser même si j'ai pas bu d'alcool. Ça autorise, là aussi par imitation, les autres à se dire, et moi, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux boire? Est-ce que je veux me droguer? Ou est-ce que je veux plutôt faire la fête? Est-ce que je veux être avec mes amis? Est-ce que j'ai envie de parler avec eux? C'est-à-dire que cette conscience progressive de ce que je veux, de ce que je ne veux pas, peut naître. Alors que si on ne fait jamais rien, on leur apprend l'histoire, la géographie, les maths, le français, l'anglais, etc., mais jamais le vivre ensemble.
comme tu disais, mieux vivre ensemble. Mais on a besoin d'apprendre à vivre ensemble. Donc s'il y avait, alors je ne sais plus s'il y a encore de l'instruction civique en France et en Belgique, j'en sais rien, mais ce serait bien qu'il y ait des moments de discussion, comment on fait pour vivre ensemble par rapport à l'alcool, la drogue, les jeux dangereux, euh, ou je ne sais pas, simplement nager, aller dans l'eau. Il y en a qui n'aiment pas entrer dans l'eau froide quand ils ont été au soleil, de dire, bah non, je veux pas que tu me pousses. Laisse-moi entrer lentement dans l'eau. Ça paraît bête, mais c'est du consentement, c'est du respect de son propre corps. Et si on aide les préadolescents à prendre conscience de tout ça, pas simplement pour l'autre, mais pour moi, qu'est-ce que je veux, moi, et qu'est-ce que je veux qu'on respecte, eh ben, c'est la meilleure des préventions. Mais ça rejoint de comprendre ses besoins et de pouvoir y répondre et inversement, enfin pas inversement, et parallèlement, comprendre que l'autre n'a pas les mêmes besoins tout le temps que nous. Et ça Exactement, déjà, c'est déjà accepter la différence quelque part. Enfin moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec les exactement. enfants, c'est quel est ton besoin toi? Et donc d'aller voir déjà soi-même pour pouvoir justement dire non, mettre ses limites, voilà. Mais aussi, mais tu sais, ton copain, il n'a peut-être pas les mêmes besoins et c'est OK, on peut vivre ensemble malgré tout. Je trouve que les débats, enfin, tout ce que tu proposais, là, ça permet vraiment de développer ça. Oui, et ton exemple est excellent parce que c'est un exemple concret. Justement, ça, c'est pas de la morale. C'est concrètement là, en ce moment, quel est ton besoin à toi, et tu vas te rendre compte que tes camarades autour n'ont pas les mêmes besoins. Et ça, c'est très éducatif. Et ça, c'est vraiment le développement d'une compétence sociale, une compétence relationnelle. C'est ça qu'on doit faire à l'école aussi. Alors, en famille, si les parents ont suffisamment de goût pour ça. Et je n'ai pas envie de dire de temps, parce que pour nos enfants, on a besoin aussi de prendre du temps, de se libérer, hein, de faire des choix en leur faveur, en faveur de la relation qu'on a avec eux, où on va pouvoir justement, quand il y a des frères et sœurs, permettre à chacune et chacun d'exprimer ses besoins. Ça me semble très éducatif. Oui, et tu parles de la famille, mais il y a, alors on fait une parenthèse, mais je trouve qu'elle est liée. C'est si on montre déjà dans la famille qu'entre frères et sœurs, ben non, frapper, c'est pas un jeu. Voilà, Je vais peut-être un peu fort, mais franchement, moi, c'est c'est parfois, vrai. je me dis, mais est-ce qu'on peut te frapper comme jeu? Enfin, c'est bizarre quand même, mais c'est peut-être ma valeur à moi, mais et donc à un moment donné, nous, cette escalade, on se taquine et puis finalement, ça finit mal. Mais de discuter de ça en tant que parents et de dire, mais jusqu'où elle est où votre limite? Et puis t'as entendu que ta sœur t'a dit 3 fois non. C'est Voilà, ça. je parle chez moi, hein. Elle a dit Oui, 3 fois non, donc c'est quand que tu dois entendre le quatrième pour t'arrêter, parce qu'après ça se voilà. chamaille. Et puis, donc là aussi, c'est quelque part quand on fait ça dans la famille, ben on prévient ce Oui, qui pourrait se passer ou tout à justement ne fait. pas se passer. Et c'est tout à fait ça qui est important pour répondre justement à la question suivante concernant les parents et ce qu'ils peuvent faire. Ça commence là. Si en famille, l'enfant a le droit de dire non et que son non est respecté, cet enfant-là, quel que soit son âge, même en devenant adolescente ou adolescent, cet enfant saura dire non. Saura dire non, mais là, ça va pas, tu te moques de moi parce que j'ai les cheveux roux, mais qu'est-ce que ça change que mes cheveux soient roux, que les tiens soient bruns ou blonds? On va pouvoir s'entendre cette année. C'est-à-dire d'avoir ce bon sens et cette répartie parce que le non a déjà été accepté en famille. Et le non, c'est non, je ne veux pas manger de tel plat, non, je ne veux pas dire bonjour à telle personne, non, je ne veux pas que tu me frappes, non, ce soir, j'ai pas envie de prendre de douche ou de bain. Même si, pour nous, parents, on préférerait que nos enfants prennent une douche ou un bain. Moi, j'ai eu mon fils et pendant une grande période, il voulait pas prendre de douche et de bain. Et bon, une fois par semaine, ça allait. Et il fallait trouver les bons jeux, le bon moment pour qu'il prenne un bain ou une douche. Et alors, les enfants ne se sentent pas mauvais. C'est nous, à partir d'un certain âge, on développe des phéromones différentes. Et c'est vrai que si on se lave pas, on va incommoder notre entourage. Mais n'ayez crainte, là je parle aux parents, n'ayez crainte, vos enfants ne vont pas se sentir mauvais. Et si c'est simplement les pieds, on peut passer un petit gant de toilette. Bon, voilà. Donc, laissons nos enfants dire non, y compris dans les idées. C'est-à-dire que moi, j'étais surpris de voir qu'à partir de 8, 9 ans, mes enfants pouvaient me dire non, papa, je suis pas d'accord. Alors, la première fois, on dit ouh, qu'est-ce qui se passe, on n'est pas habitué. Et puis, quand on se rend compte que c'est sain, que c'est beau, que c'est une forme d'affirmation, on les laisse faire. En leur disant, bah, tu sais, non, moi, j'ai pas pas le même avis. Et quitte, si c'est une décision qu'on doit prendre nous en tant qu'adultes, leur dire, bon, maintenant tu m'écoutes parce que même si tu n'es pas d'accord, j'entends bien, tu n'es pas d'accord, bon, mais c'est tout de même moi qui vais décider là parce que c'est moi l'adulte et tu fais ce que je te demande. Et cette fermeté-là, tout en respectant leurs paroles, c'est ça le vivre en commun. Parce que pour nous adultes aussi, il y a la loi.
On peut être contre une loi, mais si on me demande de payer mes impôts, je paye mes impôts, mais je ne suis pas content de les payer. Ou si je trouve que j'en paye trop. Et je peux dire que je ne suis pas d'accord, mais je respecte la loi. Et ça, c'est important en famille. Respecter les règles du jeu. Et ces enfants-là vont non seulement être capables de respecter les règles du jeu à l'école, mais aussi de respecter leurs camarades quand ils disent non. Et puisqu'ils respectent leurs camarades quand ils disent non, de dire, eh oh, là, je t'ai dit non, donc c'est non. Mhm. C'est-à-dire avec cette évidence-là que ça, c'est pas négociable. Si on élève nos enfants comme ça, ils auront beaucoup plus de facilité à arrêter les tentatives de harcèlement dès le début. Alors Oui. après, si le harcèlement est installé, eh bien, il n'est jamais trop tard pour apprendre à un enfant, à un adolescent à dire non. Donc là, on t'a dit ça, tu dis non. Et on peut apprendre des ripostes. Et elle t'a dit ça, bon, bah, tu peux lui répondre ça. Moi, je me souviens à ma mère dire à mes frères ou à moi, quand on racontait quelque chose qu'on nous avait dit, il lui venait, parce que quand on est aussi en décalage, en dehors de la situation, on a l'idée qui vient rapidement. Je Mhm. disais, bah, tu peux lui répondre ça, avec bon sens. Et c'est des choses qu'on pouvait réutiliser dans d'autres situations quand on se faisait embêter. Donc il y a ça, mais il y a aussi les gestes, hein. On a vu ça dans des ateliers qu'on anime en commun à Andenne. C'est-à-dire que quand on a besoin de repousser une personne qui est intrusive, on fait ce mouvement-là de repousser avec nos mains. Et ça peut être simplement pousser l'air et l'énergie devant nous. On n'est même pas obligé d'aller jusqu'à son corps en disant stop, ça suffit. Parce que le faire physiquement, ça aide. Et puis, si la personne va trop loin, qui nous empêche aussi de pousser un peu son corps pour qu'elle fasse un pas de recul et qu'elle nous laisse tranquille? C'est pas de la bagarre, c'est pas de la violence, c'est je me fais respecter là par toi qui m'intruse et qui veut prendre mon cartable ou ma règle ou qui veut enlever mon t-shirt dans les vestiaires. Donc, je te pousse pour que tu me laisses tranquille. C'est un peu animal, mais c'est nécessaire pour se faire respecter. Donc, surtout ne pas voir ça comme de la violence. Il y a certains parents qui disaient, ah, mais moi, je suis contre la violence. Moi aussi, mais je suis pour le respect. Oui, Et la si je suis pour défense, le mais oui. respect, il faut pouvoir le mettre en œuvre. Parce que si je me défends pas, après, c'est aussi les enfants qui se défendent pas du tout qui sont sujets à ces intimidations, ces brimades. Donc, on peut demander à l'enfant de se préparer à l'école, soit avec un frère, une sœur, soit avec le parent, soit avec un coussin, à pousser pour dire non en même temps que non, ou zut, ou stop, ou laisse-moi tranquille. Et au début, l'enfant n'ose pas, mais Mhm. on lui dit, allez, essaye, refais, puis le lendemain, une autre fois. Petit à petit, l'enfant ou l'adolescent, fille ou garçon, va se sentir plus fort d'avoir été capable de dire non et d'avoir été capable de repousser. Et une fois que c'est bien Oui, incarné, ouais. voilà, bien, qu'est-ce que tu as dit, pardon? Ancré. Ancré, et ben on lui dit, mais maintenant tu es prête ou tu es prêt pour le faire à l'école? Et c'est vrai, ça marche. Oui, Alors, tu parles d'ailleurs d'Emmanuel. Oh, pardon, excuse-moi. non, vas-y, vas-y, vas-y. Tu parles d'ailleurs du paradoxe avec Emmanuel Piquet qui explique cette riposte et qui explique, voilà, pas d'inverser, hein, mais d'utiliser en tout cas voilà, une façon de faire C'est quand la... ça, hein. Ouais. Autre proverbe dans la famille de ma mère, à malin, malin et demi. À Mhm. malin, malin et demi, c'est ce que si on te cherche, ben, avec l'humour ou avec un peu de pique, tu peux renvoyer quelque chose pour qu'on te laisse tranquille ou pour dire, bon, ben, tu me cherches, tu me trouves. Mhm. Ça, c'est sain, je veux dire, ces interactions-là. Il faut pas que la bienveillance et l'empathie nous empêchent de nous défendre et de nous faire respecter quand on a besoin de se défendre et de se faire respecter. Donc effectivement, ces ripostes, c'est trouver la parade qui permet de répondre quelque chose pour que l'autre soit déstabilisé au moment où il cherche à nous déstabiliser. C'est simplement, voilà, c'est dans le vivre ensemble. Si tu respectes pas mon intégrité, je vais me défendre. Et c'est comme ça. Et je ne vais pas le faire méchamment ni violemment. Je vais le faire parce que je souhaite être respecté. Mais ça rejoint, moi j'aime beaucoup ce proverbe, enfin, je sais pas si c'est un proverbe, mais en tout cas ce dicton-là qui dit ma liberté, elle s'arrête, enfin, la liberté de quelqu'un s'arrête à la liberté de l'autre. Et donc, si on ne se Oui, sent pas respecté, à un moment donné, ben, il faut remettre sa limite. exactement. Et tu disais aussi l'importance du cadre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que c'est pas parce qu'on dit, on accepte un enfant de dire non qu'on ne met pas de cadre. Et ça, Exactement. c'est à prendre en compte tous les deux. Enfin, Oui, je trouve que beaucoup de professionnels du développement de l'enfant et de l'accompagnement de l'enfant en parlent. Tu en parles régulièrement. Catherine Guéguen en a parlé aussi. C'est pas parce qu'on est dans une éducation bienveillante où l'enfant a droit à la parole qu'il faut oublier ce cadre, parce que le cadre, il est là, il sécurise. Et je pense que dans les écoles, préventivement, ce cadre aussi devrait être très bien établi. Je sais pas ce que tu en penses, toi, par tout rapport à à ça. fait.
tout à fait. Là, je pensais à ce que un des points positifs de l'éducation juive. Dans l'éducation juive, l'enfant est considéré exprimer le divin. C'est-à-dire qu'un enfant petit, quand il parle, on considère que c'est le divin qui s'exprime par sa bouche. On dit bien que la vérité sort de la bouche des enfants. Et après, euh, les enfants sont stimulés pour qu'ils expriment leurs propres pensées, Mhm. avec un art de la discussion. Ah, toi, tu dis ça, mais moi, je suis pas d'accord, alors je vais t'expliquer pourquoi. Et l'autre prend, ah oui, bah toi, tu as eu cet argument, mais moi, je pense que. Parfois, en inventant un peu des arguments tirés par les cheveux, simplement pour montrer qu'on est capable de contrer l'autre au niveau du dialogue, au niveau de la parole et de la pensée. Mais pour autant, dans la culture juive, il y a cet art du débat qui est très, très, très poussé, et il y a un cadre extrêmement clair qui peut d'ailleurs être un peu rigide, suivant les familles ou les communautés, mais en tout cas, le cadre est très clair, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Bon. Donc, c'est tout à fait possible dans une famille, même si on n'est pas de culture juive, de stimuler ses enfants dans la réflexion, la richesse de leur pensée, l'expression de leur singularité, donc de leurs accords ou de leurs désaccords, tout en disant ça, non, c'est non. C'est-à-dire, moi, c'est moi le parent, c'est moi qui décide, et tu fais ça parce que dans mes valeurs à moi, ou dans ce qui est nécessaire pratiquement là maintenant, je te demande de le faire et c'est comme ça. Et l'enfant sent qu'il n'y a aucune méchanceté, aucune violence dans ce cadre. C'est un cadre au contraire rassurant, c'est un cadre protecteur, c'est un cadre qui permet de grandir et que l'enfant en verra balader quand il sera adulte. Après Mhm. 18, 19, 20 ans, quand l'enfant part ou dit bah non, bah, c'était ta façon de vivre, moi j'ai trouvé mon autre façon de vivre. Et c'est tacite que c'est à la majorité qu'on envoie balader le cadre de ses parents. D'ailleurs, ça prend du temps. Euh, donc ce cadre, il est bon, mais il n'empêche absolument pas qu'on exprime ses désaccords ou ses refus. Oui, tout à fait. Ouais. Le temps passe vite, on pourrait en parler vraiment pendant des heures. J'aimerais te poser encore deux questions. Au moins, on a parlé de la riposte, on a parlé du paradoxe avec Emmanuel Piquet, mais tu parles aussi, on a parlé de la prévention et des débats et de l'expression des émotions d'écouter les enfants. Et il y a une méthode dont tu parles dans le livre qui, moi, je l'ai trouvée vraiment extraordinaire, c'est d'utiliser l'échange et d'utiliser toutes les personnes qui sont concernées dans cette trame. Est-ce que tu saurais nous en parler Elle est très importante, cette méthode. Mais avant, pour ne pas oublier, je peux simplement dire que les parents peuvent saisir effectivement l'encadrement de l'établissement quand ils sont au courant d'un harcèlement et qu'ils n'arrivent pas à aider leur enfant suffisamment. Ils peuvent aussi porter plainte parce que en France et en Belgique, le harcèlement est un délit. Mhm. Et que donc, si vraiment il y a trop de violence, ou s'il y a du racisme ou de l'homophobie, ou des choses qui sont vraiment punies par la loi, ça va trop loin, on met un stop, on va au commissariat de police, on porte plainte, et après, c'est le système juridique qui prend en charge cette violence-là. Donc, c'est très important de savoir qu'on a aussi le Oui, recours de la mm. police et du De système, je veux dire, l'autorité. de la Ouais. justice. Voilà. Mais sans en arriver jusque-là, il y a une méthode très intéressante qui nous vient des pays scandinaves qui s'appelle la méthode de la préoccupation partagée et qui se fonde sur le mieux vivre ensemble et sur l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'à plusieurs, on est plus intelligent. Et moi, ça, j'en suis convaincu aussi. Mhm. Donc, le problème, c'est que ça demande un peu de temps et de personnel pour pouvoir mettre en place cette méthode. Il faut qu'il y ait une cellule dans chaque établissement avec des enseignants et pourquoi pas l'infirmier, l'infirmière ou le ou la psychologue qui sont dédiés à ça et qui connaissent bien la méthode et sa pratique, qui est d'ailleurs facile à mettre en pratique. Dès que cette cellule est saisie par le signalement d'un harcèlement, un des adultes de l'équipe va recevoir très longuement l'enfant ou l'adolescent harcelé pour que cet enfant, garçon ou fille, puisse raconter tout ce qui lui arrive. Comment ça a commencé? Qui est-ce qui est responsable de ces violences? Qu'est-ce que toi tu ressens quand Mm. tu es harcelé? Et est-ce que, en fin d'entretien, après tout ça, qu'est-ce que tu pourrais faire pour commencer à poser des limites et à dire que tu n'es pas d'accord? Voilà. Et on se revoit dans quelques jours ou la semaine prochaine.
au maximum une semaine, hein. Donc on se revoit dans quelques jours pour parler de ce que tu as pu mettre en place et comment tu te débrouilles avec ça pour mettre fin à cette violence. Parallèlement, une autre personne de l'équipe, jamais la même, pour que l'enfant ou l'adolescent harcelé soit toujours protégé et ait son référent à qui il peut tout dire quand il en a besoin. Une autre équipe de l'équipe, une autre personne de l'équipe va recevoir dans des entretiens extrêmement brefs de 2 minutes maximum les personnes qui sont violentes, les intimidatrices et les intimidateurs, et quelques témoins du groupe. Et là, l'entretien, c'est toujours la même chose. Je vous ai invité à venir parce que je suis très préoccupé par ce qui arrive à Mohamed ou Claire. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui se passe pour Mohamed ou pour Claire? Alors, il se trouve que souvent, si c'est les intimidatrices ou les intimidateurs directs, ils vont dire: «Ah non, 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 j'ai rien remarqué.» Alors, on va se revoir dans quelques jours, mais en attendant, vous allez faire très attention à ce qui Mhm. se passe pour Mohamed ou pour Claire, parce que vraiment, je suis très préoccupé par ce qui lui arrive en ce moment. Et c'est tout. Et on revoit les personnes quelques jours plus tard. D'autres cas de figure, dans ces mêmes petits entretiens très brefs, les élèves vont dire: «Ah oui, j'ai remarqué en minimisant, j'ai remarqué que parfois on l'embête. Alors qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous avez remarqué que il est embêté, on s'en prend à elle ou à lui. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour Mohamed ou pour Claire?» Et là, soit l'enfant ou l'adolescent a des idées, donc l'adulte accueille toutes les idées sans le juger, en disant: «Bon, bah, vous m'avez exposé vos idées, essayez de les mettre en pratique, on se revoit dans quelques jours pour voir lesquelles de vos idées ont bien fonctionné.» S'ils n'ont pas d'idée, on dit: «Bon, réfléchissez, et dans quelques jours, on va se revoir, et vous me direz quelles idées vous pouvez mettre en pratique pour que cette situation s'arrête, s'apaise.» Généralement, dans 85% des cas, les harcèlements s'arrêtent au bout de 3 semaines, un mois. Alors, et ça demande beaucoup d'entretien, hein. 3 semaines, un mois, ça demande de les voir. Et il y a des phénomènes de conversion, c'est-à-dire qu'il y a certains des jeunes qui étaient du côté de la meute qui vont se mettre à défendre Mohamed ou Claire ou la personne embêtée, l'aider dans ses devoirs, l'inviter à la maison, ou au contraire s'interposer quand il y en a quelqu'un d'autre veut se moquer ou faire quelque chose. Donc il y a aussi des phénomènes de conversion qui sont très réconfortants, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un adulte dit: «Je suis très préoccupé par ce qui arrive à telle personne», c'est comme ça qu'on fait naître l'empathie. Mhm. C'est pas en disant: «Tu pourrais avoir de l'empathie», parce que là c'est Mhm. intellectuel, ils savent pas comment faire. C'est qu'ils sentent que l'adulte est vraiment sincèrement préoccupé par ce qui arrive à tel enfant ou tel adolescent, et ça fait naître un sentiment d'empathie comparable par imitation à celui de l'adulte. Donc ça, c'est une méthode que je trouve merveilleuse. Mhm. Donc dans les 15% des cas qui n'aboutissent pas, soit le conseil de discipline va suffire, soit ça va aller jusqu'à l'exclusion. Effectivement, il y aura des sanctions, euh, mais parce qu'on aura essayé la manière douce le plus longtemps possible pour régler le problème. Je trouve que cette méthode, elle est, comme toi, je la trouve incroyable et c'est refaire confiance aussi, en fait, en l'humanité des jeunes, hein, C'est de ça. la personne, même quand elle a été la personne qui intimide, ou même cette personne-là, quand elle prend conscience, finalement, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, elle prend conscience finalement, de la violence de ce qui se passe, ben, donne aussi des solutions. Et je trouve que là, vraiment, c'est la beauté de l'être humain et C'est ça. l'espoir finalement en chacun de nous. C'est ça, parce qu'en fait, effectivement, c'est une approche intelligente. Mhm. C'est une approche intelligente dans le processus de résolution d'une difficulté relationnelle où on apprend à être de plus en plus intelligent, sensible, humain entre nous. Et je pense qu'elle serait tout à fait valable aussi en entreprise ou dans les administrations, dans le monde politique, le monde du sport, qui est un monde plein de harcèlement, souvent tue. Et là, je lance un peu un appel aux parents, aux éducateurs qui vont nous écouter. Lisez les livres sur le harcèlement, que ce soit le mien ou que ce soit un autre, peu importe. Je dirais l'avantage du mien, voilà. L'avantage du mien, c'est que j'ai essayé de présenter le plus d'approches et de visions possibles. C'est un peu un panorama de toutes les recherches qui existent sur le harcèlement, donc ça évite peut-être de lire plusieurs livres. Mais quoi qu'il en soit, à mon avis, ce thème-là est tellement profond, tellement important, nous concerne
tous et toutes, à tous les niveaux de notre citoyenneté et de notre parentalité, ou dans nos rôles d'éducateurs, que c'est important. Moi, j'ai découvert plein de choses en faisant cette enquête, des choses que je ne savais pas et qui sont justes, et qui sont utiles. Donc, je pense qu'en faisant ce petit effort de lire un des livres sur le harcèlement, euh, et de se rendre compte qu'il y a des solutions et que c'est possible de les mettre en œuvre. Et si on a les bonnes étapes pour les mettre en œuvre, parce que je parle aussi de la somatic experiencing et d'autres possibilités d'accueillir nos émotions, déjà tout le travail que tu fais toi dans les écoles, ça, c'est pas simplement je me plains parce que les jeunes sont violents aujourd'hui ou parce que il y a des suicides d'adolescents et que c'est révoltant. C'est je participe à cet effort commun de l'entraide sociale où j'ai lu un livre sur le harcèlement et j'ai une meilleure vision de ce qui est possible pour que ça aille mieux, de mieux en mieux. Oui, mais c'est ça, hein, quand je te disais que j'avais été touchée sur la fin, vraiment très, très fort. Au début, je sentais là vraiment beaucoup de souffrance, hein, parce que tu donnes des témoignages et tu expliques comment ça se fait avec les clés, enfin, qu'est-ce qui se passe. Ce constat, là, froid comme ça, mais voilà, remis dans le contexte de notre humanité. Et après, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup d'espoir dans ce livre que tu nous proposes. Moi, justement, tu parlais de somatic experiencing. C'est important de pouvoir dire aux parents, aux instituteurs, aux enseignants qu'à un moment donné, oui, le jeune a le droit d'aller consulter. À un moment donné, c'est important qu'il aille, on n'en arrive pas à chaque fois là, mais qu'il aille pouvoir déposer chez un thérapeute, chez un coach. Parfois, ça peut être aussi l'ami d'un parent, la marraine, Mm, le parrain, mais ça ne pas l'oublier aussi, mm. de pouvoir dire à un moment donné, frapper à la porte de quelqu'un d'extérieur, c'est important, Oui. pour donner cet espace à, voilà, à l'enfant. Et la résolution vient par le fait que l'enfant ou l'adolescent va pouvoir exprimer ses émotions, Mm. et notamment ces émotions difficiles, celles qu'on n'a pas forcément envie d'entendre et de recevoir, la peur, la colère, la honte, plus particulièrement. Et si on ne se sent pas capable de les recevoir soi quand c'est son propre enfant, comme tu dis, ça peut être le parrain, la marraine, le grand-père, la grand-mère, ou un thérapeute, une thérapeute. Je voudrais, alors c'est un long débat, on pourrait le relancer une fois, mais je voudrais quand même lire un passage du livre, et c'est Alban Bourdi qu'on connaît par l'Observatoire et Surdouessance qui dit arrêtons de nous voiler la face et remettons-nous sérieusement en question. Accueillons les différences, transmettons des valeurs de paix, gommons le plus de frontières possible. Soyons intransigeants avec la violence, qu'elle soit latente ou explicite. Arrêtons de perpétuer un système d'exploitants et d'exploités. Repensons les cadres pour que la réussite ne soit plus une valeur individuelle ou de clan. Ces réussites-là ne peuvent exister qu'aux dépens d'autrui. Je suis très émue en le lisant. Et on en parlait justement avant l'interview, c'est qu'en tant qu'adulte, cette société, alors sans vouloir tomber dans la dramatisation ou dans le noir total, mais voilà, on fait le constat quand même en tant que professionnel ou même autre, hein, que certaines sociétés sont vraiment entreprises, voilà, on a beaucoup de burn-out, mais pas que. Et donc, voilà, notre responsabilité, elle est sans doute là aussi. Est-ce que tu veux partager ton avis par rapport à ça? Oui, ben déjà un grand merci à Alban de m'avoir donné ce témoignage que j'ai pu insérer dans le livre, et puis à tout ce que fait Alban par le biais de Surdouessance ou de l'Observatoire. Un grand merci à toi pour ce moment d'entretien, ce moment de partage, parce que je pense que c'est ça aussi, dans la persévérance. Mm. Au fil du temps, nous semons des graines et nous faisons en sorte que cette société de violence, cette société de domination, d'exploitation, cette société qui a tant de mal avec la paix, Mm. alors que la paix, c'est simple, hein, en fait. C'est ce qu'il y a de plus simple, la paix, l'amour, le, le partage, c'est en fait ce qu'il y a de plus simple. Alors, je ne sais pas pourquoi une grande partie de la population s'est trituré le cerveau à l'envers et s'est mis à croire à des choses complètement fausses, qui font que c'est devenu compliqué, mais vivons dans la vérité de nos êtres profonds qui sont des êtres, nous sommes des êtres d'amour. Les humains, nous sommes des êtres d'amour et des êtres d'entraide et des êtres de solidarité, de convivialité. C'est important de vivre ensemble. Euh,
pour dénoncer les violences, les dysfonctionnements, les ratés, les loupés relationnels. Il y a tellement de loupés relationnels partout, Mm. à l'école, en famille, dans les entreprises, en politique, partout. Il y a des loupés relationnels. Bon, alors, ils sont là. On ne va pas se désespérer pour autant, même si parfois on a aussi la possibilité de sentir voilà, ces moments de découragement forts. Mais trouvons, tissons du lien social, tissons de la convivialité chaque fois où elle fait défaut. Et je pense que c'est vraiment dans le concret, dans le pratique, dans déjà nous avec nos enfants ou avec nos conjoints, avec nos amis, avec nos familles, avec nos collègues, et puis au-delà, mais déjà commençons par des choses très simples, très proches, parce que c'est ça aussi Mm. qui va fleurir et porter du fruit. Moi, j'en suis vraiment convaincu. Et on se disait avant le début de l'enregistrement que ce système de violence, de domination, d'exploitation va s'effondrer, mais pourvu qu'il s'effondre le plus vite possible. Mm. En fait, ne faisons rien pour qu'il dure. Parce que de toute façon, ça ne peut pas être bien pire ce que c'est maintenant. Donc laissons ce système s'effondrer parce que, comme toi, moi, Alban et tant d'autres, depuis tant d'années, nous œuvrons chacune et chacun à notre façon pour qu'un nouveau monde d'amour, de paix, de partage, de convivialité, de solidarité, d'entraide puisse voir le jour. En fait, il est en train d'émerger. Donc il n'y aura pas rien. L'effondrement du système actuel va déboucher sur une formidable émergence de ce qui existe déjà depuis des années de façon marginale ou discrète, on va dire, mais qui existe vraiment. Mm. Et on le sait, nous, hein, dans notre amitié, dans nos relations professionnelles et avec Alban et toutes ces personnes de l'Observatoire ou d'ailleurs, du centre Switch à Andenne, etc., on le sait que ça existe. Donc continuons. Oui, la bienveillance est là. Oui, Là, vraiment, la bienveillance est là, l'amour est là, même si parfois on a peur d'y croire encore, mais voilà, toute personne en soi, moi, dernièrement, je disais, on a tous en soi cette petite flamme d'humanité, oui, on a oui, tous en oui, soi cette petite... Et parfois, on est pris dans un contexte, on est pris dans une vie voilà, qui va très vite et où on ne se rend plus compte que ben, elle ne vibre plus autant qu'avant. Ben, dès que vous vous en rendez compte, quoi, voilà, reconnectez-vous à elle et reconnectons-nous à nous et à nous, au grand oui, nous. oui, oui. Oui, et puis réécoutons de temps en temps des entretiens comme celui-ci, réécoutons des personnes comme Alban ou d'autres, parce que parfois aussi ça ravive notre mémoire que la flamme est là. Hum, Ça ravive notre mémoire que nous sommes vraiment des humains. Ça rééveille ou ça éveille notre identité d'humain. hum. Je te remercie vraiment, mais vraiment Merci très à toi. profondément. Je Merci à remercie toi. toutes les personnes qui sont là derrière l'écran. Euh, À bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit dans le commentaire ici sur les réseaux ou que ce soit en dessous du YouTube ou même en privé par mail. Nous sommes là justement pour planter des graines et raviver cette flamme et être à votre écoute. Parce que ça aussi, c'est hyper important et ça Oui. fait partie de la prévention d'être là pour écouter avec Mhm. beaucoup de bienveillance. Je te remercie beaucoup, vraiment, Merci. Saverio. À bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous, tout le monde. Prends soin de toi aussi. Oui, merci. Au revoir. Au revoir.